Cette vidéo est sponsorisée par Nvidia. Découvrez en description les offres de fin d'année. Donc Fiona Cohen est responsable des opérations et des productions chez Blender. C'est une ancienne de Autour de minuit, de Sun Creature. Nous avons déjà vu Fiona dans des présentations des années passées. Et aujourd'hui, Fiona va nous présenter la V5, notamment la V5 de Blender, et aussi les évolutions qui se sont déroulées dans la fondation Blender récemment. Donc Fiona, pour mémoire, est maintenant dans le board des 4 personnes qui ont la responsabilité de Blender. Oui, merci pour cette introduction. Après les sessions cuir moustache et danse, tout le monde y a pensé. Voilà, moi je vais peut-être aller moins dans le technique parce qu'il y a pas mal de choses à... Bon, en fait, tout est déjà public. Donc si vous avez des questions plus spécialisées, après évidemment, je pense que j'aurai pas mal de temps, justement. Donc voilà, moi ce dont je veux vous parler, c'est surtout de ce qui se passe là en ce moment, c'est-à-dire la sortie d'une nouvelle version, et puis de changements en termes d'organisation. Et puis du coup, on va se remettre un peu dans le bain de c'est quoi Blender. And the Oscar goes to... Academy. Thank you to Sideshow and Janus. Thank you to Blender. Thank you to my mom and dad. Thank you to my cats and dogs. I'm really moved by the warm reception our film has had, and I hope that it will open doors to independent animation filmmakers around the world. Voilà, Gin s'est bien amusé après avec ses persos. Donc ça, c'est le showreel qui était de la 4.4. Et on en fait régulièrement et c'est toujours monté à partir du travail de créateuristes tout autour du monde. Et forcément, on avait mis en lumière le travail sur Flow. Et il va y avoir un nouveau reel pour la version 5.0 qui sort aujourd'hui. Toute l'équipe de développement là, est à fond dessus. Donc pour l'instant, elle n'est qu'en release candidate encore. Je pense que c'est à 17h qu'ils vont appuyer sur le bouton, d'ici 12 minutes. Et donc je vais vous parler de quelques-unes des features qui sortent aujourd'hui, enfin qui sont déjà, si les gens veulent tester la bêta, ils sont toujours les bienvenus. Donc tout d'abord, on a pas mal revu le pipeline de gestion de couleurs. Il y a plus de compatibilité, on peut maintenant utiliser une gamme de couleurs plus étendue pour les matériaux, les lumières, la composition. C'est également HD Ready. Donc voilà, pas mal de travail sur ce point-là. Ensuite, il y a une meilleure compatibilité pour ces standards-là. ACES, OpenColor.io. Il y a toujours plein de détails sur nos release notes. Le node de Sky Texture, il prend désormais en charge le multiple... Je suis désolée pour le franglais, des fois je ne sais même pas s'il y a un terme français qui existe. Le multiple scattering, qui permet d'offrir des effets procéduraux plus réalistes. Il y a aussi un nouveau Sky Model pour des réflexions plus réalistes en intérieur. Oui.
Ensuite, on a Night and Day qui permettent de créer instantanément une scène de coucher de soleil en animant un seul paramètre. Et donc ça fait un rendu qui fonctionne plutôt bien, c'est prêt à l'emploi, ça fonctionne aussi bien avec Cycles qu'avec Eevee, nos 2 moteurs de rendu. Ensuite, on a le tiling radial qui permet d'obtenir ce genre de texture facilement. Voilà, si vous voulez hypnotiser ou créer des pavés à la Londres, à la Amsterdam aussi. Et ensuite, pour Cycles, notre moteur de rendu précalque, donc on a un nouvel algorithme qui va éliminer les artefacts dans les volumes qui s'intersectent, et ça permet de gérer moins de paramètres aussi. Hein, je brasse des grands concepts. Donc on met toujours des images dans nos release notes pour comparer avant-après. On mentionne aussi s'il y a eu une modification ou un ajout de paramètres, est-ce que les anciens existent toujours, comment ils sont renommés. Parce que bon, on change beaucoup de choses, mais on essaie quand même que les gens puissent suivre autant que possible. Une update pour le SSS avec un nouvel algorithme qui réduit les zones d'ombre, artefacts. Et puis toujours dans Cycles, on va avoir des updates sur l'iridescence, notamment maintenant qui est disponible pour les métaux, ce qui n'était pas le cas avant. Thin Film Iridescence, pour ceux qui l'utilisaient depuis la 4.2. Et le compositing, pas mal de travail cette année, depuis qu'on a 2 développeurs à temps plein qui bossent sur le compo. On en avait un, maintenant on en a un deuxième. Donc le compositeur de Blender 5.0 va proposer une nouvelle asset shelf qui va être remplie d'effets intégrés et permet de créer de belles images en un clin d'œil. Et on va aussi avoir des configurations de compositing setup, la prise en charge des menus sockets, donc un peu plus de choses préparées et de permettre de créer aussi des choses à réutiliser d'un projet à un autre. Autre chose que j'ai bien suivi, notamment avec le studio, c'est le développement sur StoryTools. Avec pas mal de travail sur le séquenceur. C'est toujours entre Grease Pencil et le séquenceur, puisque du coup c'est entre de la 2D et du montage. Et donc ici c'est le nouveau template d'espace de travail pour le travail 2D et storyboard. Donc StoryTools, c'est pour tout ce qui est storyboarding et préparation layout. Et donc il y a eu des modifications apportées sur le séquenceur de scène avec le changement du comportement par défaut. Maintenant, le sélecteur de scène est désormais disponible dans l'entête. Ensuite, il y a le Scene Time Synchronization qui permet de passer, par exemple, de passer dynamiquement d'une scène à l'autre en scrubbant ou en lisant la timeline dans le séquenceur. Scene Strips qui permet de créer un asset de scène. Donc, c'est tous ces concepts de pouvoir bosser sur plusieurs scènes en même temps, de pouvoir interagir avoir plusieurs vues différentes aussi. Sachant qu'un de nos animateurs, Pablo Fournier, il travaille actuellement sur des vidéos pour introduire ces nouveaux concepts, parce qu'on travaille avec StoryTools depuis maintenant au moins 9 mois au studio. Donc ils connaissent bien le fonctionnement et peuvent le montrer. Et ça, c'est Donc voilà, c'était pour la 5.0. Évidemment, il y a beaucoup plus de choses, il y a beaucoup plus d'explications aussi. Et pour les projets qui sont en cours actuellement, donc qui devraient arriver voilà, d'ici la 5.1 pour le printemps, ou la 5.2 LTS, donc c'est à l'été. Voilà, notamment les Hair Dynamics qui sont très attendus. On a notre développeur Lucas qui a fait une conférence à ce sujet pendant la BlenderConf de cette année. Donc ça, c'est disponible sur notre chaîne YouTube à revoir pour comprendre d'où vient le développement et où il va. Project Setup qui va permettre d'avoir un environnement de travail un peu plus structuré, donc très utile pour les studios, pour les plus petits pipelines. Après, il y a tout ce qui va être travail sur le VSE. On a aussi plus de gens dans le module, donc c'est davantage de développement, plus de dynamisme. Donc un projet en cours sur le Compositor Modifier. Et on travaille aussi sur la Location Scouting en VR. Donc voilà, d'autres choses, Blender Asset Tracer, bon ça c'est plus pour Flamenco, notre gestionnaire de farm. Et le Remote Asset Libraries, encore plus de choses en lines. L'année dernière, on avait lancé
la plateforme des extensions. Et donc ça, Remote Asset Library, ça se construit dessus, faire le lien avec Internet. Sachant que Blender fonctionne toujours sans Internet si vous ne voulez pas. C'est toujours un opt-in, c'est-à-dire que vous n'êtes pas relié à Internet si vous ne le demandez pas expressément, etc., dans les settings. Et ça, vous le trouvez toujours sur projects.blender.org, là où il y a le code. Donc vous pouvez toujours voir les grands projets qui sont en cours, toujours voir les plus petits projets. Si vous voulez aller fouiller dans le code, vous pouvez également. Voilà, je vous rappelle les grands principes du fonctionnement. Et un autre projet qui me tient particulièrement à cœur, c'est Project Storm, qui a été développé par un de nos animateurs, lead animateur Rick Schrute. Donc il a créé un nouveau personnage donc, au sein du studio pour développer un système pour gérer les déformations faciales. Voilà, après 15 ans d'expérience, il sait un peu ce qu'il veut. On n'est pas en train de faire de l'innovation totale, hein. C'est des choses qui se retrouvent dans d'autres logiciels, mais dans Blender, ce n'est pas le cas. Et l'idée, c'est d'avoir un personnage à nouveau. On a déjà Snow et Rain. Voilà, d'ajouter un personnage à partager avec tous les membres du studio pour que les gens puissent les utiliser pour leur bande démo, etc. Et donc, avec ce nouveau système pour gérer les déformations faciales, avec une petite présentation, s'il veut bien. Pile sur la grimace, évidemment. Bon, on peut voir sa parfaite dentition. Oui, tout à fait. J'aurais bien voulu qu'il s'arrête sur les pieds, mais là on est focus sur le visage. Parce qu'il est en claquettes chaussettes. Non, c'est pas vrai. Il est en comment ça s'appelle, en sandales, chaussettes, parce que Rick, il est néerlandais. Et je peux vous dire que tous les gens qui sont du sud de l'Europe, on a un petit peu frémi en voyant le personnage. Donc normalement, il y aura un toggle pour ne pas montrer les chaussettes. Voilà. Donc je lui dirais que les gens ont applaudi cette nouvelle. Voilà, il n'y a pas que le développement, je l'ai mentionné plusieurs fois, le studio, on produit des projets tout au long de l'année. Notre travail, c'est aussi de tester Blender, toujours sur le build du jour, donc toujours à détecter les crashs en premier, et à tester et à participer au développement, à faire des mock-ups, à faire des retours aux développeurs. Au début de l'année, on a sorti Dogwalk, qui est notre deuxième jeu vidéo après Settlers, il y a 5 ans. Parce que voilà, on a beaucoup de membres de l'équipe qui sont passionnés de jeux vidéo. Et donc, ça faisait longtemps qu'ils rongeaient leurs freins. Et c'est en développement, donc on l'a développé sur Blender et sur Godot, moteur de jeu open source. L'idée, c'était de voir l'interaction entre les deux logiciels, et puis de créer un nouveau pipeline pour nous, voir comment on en apprend aussi, et de travailler sur un calendrier bien serré. On a fait ça en 4 mois. Donc c'est un tout petit jeu qui est disponible en téléchargement sur plein de plateformes gratuitement. Il est vraiment mignon, et puis alors là, il va être vraiment dans la saison. Donc voilà, je vous encourage à le tester. Ça permet aussi de voir quel type de personnalité vous avez, puisque c'est le chien que vous commandez, que vous gérez. Et soit vous traînez le petit enfant derrière vous, soit vous jouez ensemble, quoi. Donc ça peut être un bon test de personnalité avant les fêtes. Voilà, un petit univers très sympa qui nous a permis d'interagir davantage avec les gens de la Godot Foundation. Donc ça aussi, c'était bien agréable, qui ont eu d'ailleurs leur conférence la semaine dernière. Et le short sur lequel on travaille actuellement, qui s'appelle Singularity, qui est en production. L'anime s'est terminé il y a 2 semaines. On voudrait pouvoir le sortir en 2026. L'idée, c'était de travailler sur les outils de rendu, et notamment les outils de brush strokes qu'on avait déjà développés
pour notre projet Gold de l'année dernière. Donc réutiliser ça, mais pour un autre style. Et puis de le sortir en HDR 4K. Donc pareil, c'est d'autres problématiques en termes de texture et de rendu. Et donc tout ça, là c'est des screen grabs du studio, de notre site web, où on partage de manière régulière, au moins toutes les semaines, comment ça se passe, ce qu'on produit, du design, du storyboard jusqu'au rendu finaux, puis ensuite les assets, les plans et les outils. Notamment l'outil de brush stroke que tout le monde peut télécharger et utiliser et créer plein de choses très très belles et très différentes avec. Et pour passer à l'autre partie, c'est plutôt sur l'organisation globale. Donc là, il y a pas mal de choses qui se passent cette année et l'année prochaine. Alors pour rappel, le premier commit pour Blender, c'était 2 janvier 1994. Évidemment que beaucoup de choses se sont passées. Et on entame réellement là une nouvelle phase. Donc l'équipe déjà, là, elle a bien grandi. On est maintenant 65 personnes, presque 40 à Amsterdam. Et donc autant dire qu'en 5 ans, on a grandi de plus de 70%. Les groupes qui vous soutenaient, enfin les entreprises qui vous apportaient des soutiens financiers, ouais. Ça continue toujours à oui, se passer. Toujours. Et c'est toujours 50-50 et on veut maintenir cet équilibre-là. Et ça les entreprises changent, hein, parce que ça dépend de l'état du monde et du marché, mais il y a on va toujours chercher des financements, des dons auprès d'entreprises. Ouais. Et donc voilà, notre équipe est toujours autour du monde, avec ce cœur à Amsterdam, voilà, ce cœur historique, quoi. Et toujours avec des centaines de contributeurs bénévoles qui donnent quelques heures ou quelques jours par mois de leur temps. Et l'idée depuis le début, ça a été aussi de construire le leadership de l'intérieur, de se structurer davantage là, depuis que j'y suis, donc depuis 3 ans. Donc on a embauché aussi une manageuse du développement, on a embauché des gens davantage aux opérations. Voilà, on a toujours le chien du studio, très important. Et donc voilà, pour vous rappeler potentiellement comment on est structuré, c'est 3 entités avec la fondation qui possède en gros tous les droits, copyright, etc. L'Institut qui est le bras, pas le bras armé, c'est très très moche comme expression, qui en fait organise les activités et dépense l'argent au nom de la fondation. Et le studio, donc comme j'en ai déjà parlé, qui teste le software, partage les assets et le savoir, notre know-how en production. Donc tout ce qui est produit, tous les droits sont rapportés à la fondation. Mais pour l'instant, en fait, ces 3 entités étaient quand même distinctes. Toutes sont au nom de Ton, ont été créées par Ton, etc. Ton Roosendaal. Mais pour l'instant, elles étaient distinctes et l'idée, c'était de les rassembler sous l'égide de la fondation, administrativement parlant, que ça fasse une seule entité avec ces 3 parties. Donc depuis 2020, c'est ce sur quoi il travaille pour consolider le projet, préparer la suite, parce qu'il voudrait bien quand même prendre sa retraite à un moment. Donc là, c'était pendant sa keynote de 2024 à la Blender Conference. Il présentait une première idée de la future structure. Voilà, parce que pour l'instant, il y a la fondation, le board de la fondation, et c'est tout. Donc l'idée, c'est d'avoir plusieurs boards avec un board superviseur, puis ensuite, forcément, pour les sociétés elles-mêmes, d'avoir des directeurs, etc. Voilà, là, il présentait quelque chose qui est très, très fameux maintenant chez nous en interne, le volcan. Voilà, avec l'idée de promouvoir en interne, mais aussi que les talents ils puissent être exportés, que les gens soient bien heureux qu'ils aillent ailleurs aussi, parce que c'est aussi une façon de promouvoir Blender dans les entreprises et les studios. Mais voilà, l'idée de base, c'était le leadership de l'intérieur, faire monter les gens qui sont là en responsabilité. Et c'est donc ce qu'il a annoncé en 2025, il y a un mois et demi, 2 mois. Là, il explique ce qui lui permet de réussir, selon lui, ce qui lui a permis de réussir à Blender, les différentes composantes de son rôle. Et pour chaque composante, il nous a présenté. Donc voilà, là, c'est les membres du nouveau board, parce qu'il a annoncé qu'il quitte ses fonctions de CEO et de chairman de la fondation. Donc ça va être maintenant Francesco, Sergei, Dalai et moi, à partir du 1er janvier 2026. Donc ça veut dire que
Au board de la fondation, quand les deux sociétés appartiendront à la fondation, là c'est en cours, hein, c'est juste qu'il y a pas mal d'étapes légales et financières avant que ce soit acté, mais c'est bien en cours pour 2026. L'idée c'est qu'on est les 4 à diriger le projet Blender et que Francesco et moi, on est les directeurs des sociétés pour diriger les activités au quotidien, tout simplement. Mais sachant que ce fonctionnement, on l'a déjà depuis le début de l'année, puisque Francesco était déjà COO, donc vraiment bras droit de Ton. Et puis chacun, on est Head of, donc pour moi Operations, Sergei Développement et Dalai Product. Donc on fonctionne déjà en tant qu'équipe depuis un petit moment. Et on a passé la validation de Ton. Voilà, donc là il part vraiment, enfin il part pas justement. Il monte au Supervisory Board. Donc voilà l'idée de la nouvelle organisation. Et c'est la première fois que je le montre, donc voilà, j'ai bien demandé à Ton, j'ai bien demandé à Francesco, c'est bon, on peut le montrer. Voilà, c'est l'idée, voilà, sans tous les détails, mais en gros, la fondation possède l'institut et le studio. Le board est vraiment l'entité, le board avec Francesco, moi, Dalai, Sergei, est vraiment l'entité qui dirige qui dirige le projet. Et le supervisory board où il y aura Ton et d'autres personnes, donc il va prendre le temps aussi de construire ce board-là, en fait va valider 1 à 2 fois par an ce que nous on budgète, et puis si on appointe d'autres personnes, parce que voilà, on n'est pas voué à être que 4. Et ensuite, ce board-là, donc intermédiaire, le board de la fondation, il appointe les directeurs, qui pour l'instant c'est Francesco et moi, mais c'est pareil, c'est pas voué à rester nous ad vitam aeternam. Donc voilà, on essaye de mettre en place un système et une structure qui forcément, quand il y a un CEO fondateur, on n'en a pas forcément besoin, mais quand il y a une passation et l'idée que ce soit pérenne, voilà, que cette structure, elle puisse d'ici 10, 20 ans, être toujours une bonne base. Donc, d'où beaucoup de travail en termes d'écriture et de validation. Sachant que, voilà, il y a quelques années, Ton, avec l'équipe, ils ont défini les valeurs qui sont vraiment celles qu'on veut représenter, qu'on veut promouvoir. Donc ça, c'est toujours au cœur de nos décisions. C'est un héritage qu'on considère comme précieux. Tout ça dans le but de perpétuer ce qu'on appelle la liberté de créer, voilà, donner les outils aux gens et aux entreprises pour créer leur business, pour créer leur projet. Et c'est donc pas du tout un changement de rupture. Hein. Pour l'instant, on s'inscrit vraiment dans la droite ligne de ce qui a été fait ces dernières années. Et je rappelle, tu l'as souligné, que Blender est un projet qui est financé par la communauté, en grande majorité, avec le Development Fund pour le software. Et donc là, c'est des dons de particuliers et des dons d'entreprises. Et pour le Blender Studio, c'est des adhésions au site web pour des individus ou des écoles, des studios. Voilà, on fait aussi des fois des accompagnements, voilà, pour les équipes, parce que notre but, c'est vraiment que les gens puissent créer et sachent sur quoi ils peuvent se reposer, qu'on puisse voilà, nous, on a notre pipeline qui n'est pas le meilleur du monde, mais qui fonctionne très bien et qu'on peut vous aider à implémenter de A à Z. Et ce qui a été lancé la semaine dernière, c'est notre campagne de dons annuelle. Maintenant, on voit que ça fonctionne bien, les gens y répondent bien quand on leur rappelle 1 fois par an qu'on ne vit que grâce aux dons et que les dons des individus sont extrêmement importants. Parce que le but, c'est pas de déséquilibrer à l'avantage des grosses entreprises. C'est vraiment pas ça qu'on veut. Voilà, donc avoir cet appel aux dons tous les ans permet de remettre de la visibilité aussi sur comment on fonctionne, que les gens se rendent compte de ce que c'est l'open source aussi. Et là, pour l'instant, ça fonctionne bien. Donc c'est important pour le futur. Et quelques autres initiatives. Donc, le Blender Network, dont on en a plusieurs fois parlé au cours des dernières années. Il est en version bêta, et là ça fait quelques mois qu'il a été relancé. C'était l'idée d'un annuaire pour toutes les personnes utilisant Blender, que ce soit des artistes, des techniciens, des studios, des écoles. Vous pouvez vous inscrire, ça nécessite d'avoir un site web ou un lien vers lequel renvoyer pour que les gens puissent vous contacter. Voilà. Après, c'est par pays, par compétences. Vous
pouvez dire si vous êtes dispo ou non pour du travail, remote ou non, etc. Donc vraiment, j'encourage tout le monde, toutes les personnes qui utilisent Blender à s'inscrire dessus, parce que le but, c'est que les gens puissent se connecter de plus en plus, de mieux en mieux. Surtout qu'on me demande régulièrement, mais connais-tu des personnes pour... Donc vraiment, mettez-vous dessus, que ça devienne de plus en plus utile. Blender Education, donc c'est une communauté qui est très active. Et étant en France, on pense beaucoup aux écoles d'animation, mais l'éducation Blender, c'est pas juste ça, c'est aussi dès le primaire, parfois même avant. C'est vraiment une communauté de profs, d'enseignants passionnés par la création 3D dès le plus jeune âge. Donc voilà, il y a plusieurs créneaux. Et l'idée, c'est de partager, de rendre Blender plus accessible aux enseignants et aux élèves, en proposant en fait des bouts de cursus, en partageant des ressources et des méthodes pédagogiques. Donc voilà, c'est une communauté très active. Maintenant, ils ont leur website à eux. Donc n'hésitez pas, pareil, si vous êtes intéressés. Et ensuite, le Blender Lab, qui, voilà, on est une petite société, n'empêche. Et donc voilà, c'est quelque chose qu'on a déjà mentionné plusieurs fois, et là, on le lance vraiment en termes de planning et de structure. C'est de faire un espace d'innovation au sein du projet Blender, mais du coup, c'est distinct du développement régulier du logiciel. Vous imaginez bien qu'un développeur, une développeuse a déjà une semaine bien chargée. Si en plus on rajoute des projets d'innovation de la R&D, c'est explosion de cerveau et plus rien n'avance. Donc le but, c'est qu'il y a un espace distinct où les gens qui veulent faire de la recherche peuvent y aller, mais aussi on peut apporter de la collaboration de personnes extérieures de manière plus claire et facile. Et évidemment, ce type de développement est plus risqué, donc ça nécessite encore des financements importants. Donc il faut bien commencer quelque part. Voilà, distinguer le fait que nous, on voudrait vraiment se focus sur la recherche appliquée, pour que les solutions elles soient fondées sur les recherches et les connaissances les plus récentes dans le domaine. Évidemment qu'on est aussi ouvert à la recherche académique, où là on serait plutôt en collaboration d'universités ou de centres de recherche, et notamment en rôle plutôt de supervision, voilà, quand il y a des PhD candidates, etc. On a déjà eu des sollicitations. Si ça rentre plus dans notre champ, on peut faire ça. On veut faire la place pour faire ce genre de projet. Et donc là, c'est quelques projets qui peuvent faire partie du lab. Donc certains sont déjà en cours ou quoi, et en fait, ils ont été classés dans le lab a posteriori. Donc on a le Beyond Mouse and Keyboard, à la fois pour les tablettes et ensuite pour la VR XR. On a le Volume Rendering. Donc ça, c'est par exemple une de nos développeuses, Wei-Jian, qui bosse énormément dessus, énormément de white papers, comme on dit, qu'elle lit. Elle va à toutes les conférences où elle peut connecter avec des gens de la recherche davantage. Et d'autres projets qui pourraient être ajoutés, si financement il y a, c'est le USD Authoring et les technologies AI et ML. Donc comment faire pour qu'un projet devienne un projet lab? Déjà, on veut commencer par un nombre limité de projets, parce qu'on veut pouvoir prendre le temps et bien les accompagner. Et donc l'idée, c'est que ce soit évalué par la Blender Foundation, et avec le soutien de contributeurs clés. En 2026, il y aura davantage d'informations qui seront données à ce sujet. Et si vous souhaitez soumettre une proposition, il faut contacter la Fondation Blender, donc foundation@blender.org, partager un document public qui décrit votre projet et présente les arguments. Donc ça, évidemment que accepter un nouveau projet de R&D, ça dépend de nombreux facteurs, notamment la disponibilité des fonds, mais la pertinence par rapport aux missions de Blender, l'expérience de la personne qui propose. Et donc je remets... Voilà. L'endroit pour partager des choses en termes de design, de propositions, c'est devtalk.blender.org, puisque c'est le forum, là où il y a toutes les minutes des meetings, là où il y a toutes les discussions de design et qui demandent des feedbacks aussi. Donc voilà, n'hésitez pas, chercheurs, chercheuses, mais aussi moins officiels. Et puis... Voilà, merci.
Merci Fiona. On va prendre des questions dans la salle. Pas trop. Hein. Merci. Marc-André, Toolmoom Animation. Nous, on a ajouté l'intégration, le rendu 3D dans Harmony par Blender. Puis on a un problème avec le Channel Z. Le Channel Z, lors du rendu, est fait un rendu en une passe. Donc la taille du Channel Z est plus petite que les valeurs RGBA. Donc ça, c'est le premier problème. Première question, si ça a été travaillé pour la version 5. Deuxième question, avez-vous des plans de faire du deep compositing, d'écrire des images EXR avec des valeurs deep, donc plusieurs échantillons pour un pixel, pour pouvoir faire le compositing à l'extérieur de Blender? Deep compositing, toujours pas. C'est la question que tu me poses chaque année. Ah, mais la dernière fois, tu m'as dit que ça s'en venait. Oui, mais là, dans les plans du compositing que j'ai vus, il n'en est pas fait mention. Il faudrait voir avec Habib et Omar, qui s'occupent du module. Et ta première question, j'ai absolument pas idée de si ça a été un bug qui a été travaillé ou pas. Donc, il faudrait voir si ça a été soumis déjà au debug. Je ne sais pas si c'est un bug qui a été... Voilà, déjà, soumettez vos bug reports, très important. Et voir en fait l'entièreté de la release note, si tu trouves la réponse. Mais là, je ne saurais pas te dire plus. Merci beaucoup. Il ne vient que pour toi, de toute façon, que pour te poser cette question chaque année. Annecy, les radis. Rebonjour du coup, Alexis pour Miam Animation. La question Grease Pencil pose pas mal chez nous, surtout pour une partie storyboard. Et bon, Marc-André fera un peu la gueule, je pense, mais aussi la gratuité du sujet. Est-ce que aujourd'hui Blender a un fonds de formation ou des éléments qui peuvent être apportés pour aussi les graphistes? Nous aujourd'hui, le problème qu'on a surtout, c'est de matcher un recrutement technique avec des connaissances pour Blender pour avancer sur du storyboard. C'est ça aussi notre complexité qu'on a aujourd'hui, et on peut rechercher une partie formation pour les artistes, quitte à perdre quelques jours de boulot pour des graphistes et à axer sur une évolution dans ce sens-là. Est-ce que vous fournissez des formations? Est-ce que vous avez des formations existantes? Alors, nous, tout ce qu'on propose, ça va être sur le site web du studio. Donc, on a quelques trainings, et il y en aura sur le Story Tools, justement. Comme je disais, avec Pablo qui est en train de faire les vidéos. Donc, normalement, ça devrait sortir cette semaine ou la semaine prochaine. Donc, on a toute cette partie-là, et il ne faut pas hésiter à entrer en contact avec nous quand il y a des questions très spécifiques. Après, c'est justement, jusqu'à maintenant, pas là où on voulait aller en termes de priorité, parce qu'il y a tout un écosystème de formateuristes, alors beaucoup à l'étranger, beaucoup aux États-Unis. L'idée, c'était que les gens s'emparent de ça, mais je sais que les écoles aussi, des fois, ont du mal à trouver des formateuristes et qui connaissent les tout derniers changements. Alors ça, évidemment, c'est difficile de s'y tenir. Donc l'idée, c'est justement que, via le network, les gens puissent dire ce qu'ils travaillent et ce qu'ils peuvent fournir comme formation. Et ensuite, que si vous êtes un studio, là, n'hésitez pas à nous écrire directement à Francesco et moi, parce qu'on peut potentiellement soit vous aider directement via la mise en contact. Voilà, via nos artistes, soit on a idée d'eux. Mais c'est vrai que nous, on ne maintient pas, on n'a pas de certification, on n'a pas de choses comme ça. Merci. Dernière question avant la pause. J'ai vu qu'il y avait du gâteau. Tu auras 10 minutes pour en manger. Non Si, Ah, là-bas. tout en haut à droite. Il y en a même à l'intermédiaire. Ah ben. Ouais, pardon. Bonjour. À un moment, il y avait un papier qui parlait de Animation 2025 comme projet avec des nouveaux systèmes de rig et d'animation, des choses comme ça. Je voulais savoir où ça en était. Oui, alors c'était originellement Animation 2020. On est en 2025. Oui, je sais. Et bien, ça prend beaucoup de temps, mais il y a des choses qui sont sorties. C'est-à-dire que c'est juste qu'on a recoupé le projet en plus petits morceaux, parce que sinon c'est totalement indigeste. L'idée, c'est quand même qu'il puisse y avoir des avancées et des sorties tous les 6 mois, etc. Sans parler des versions Blender, mais de ce type de projet. Donc ça, c'est Sibren, Nathan et Christophe qui s'en occupent, du module animation et rigging. Et il y a eu les animation slots, les animation layers qui sont sortis.
Enfin, je dois me mélanger les pinceaux dans les noms. Mais voilà, c'est plutôt, ça a été renommé en fait ça, pour redécouper davantage. Donc il y a toujours du travail sur l'animation, mais Sybren, c'est aussi une personne qui s'occupe beaucoup de la partie web et de flamenco. Du coup, il n'était pas à temps plein là, ces derniers mois sur ça. Mais le module est très actif et n'hésitez pas à rejoindre les réunions qui sont toutes les semaines, voilà, à différentes heures selon les semaines, pour avoir toutes les personnes autour du globe. Merci beaucoup Fiona. Merci. Merci à vous. Tu es avec nous de toute façon là. Oui.